Mesdames, Messieurs, bonsoir. Entrepreneuriat des jeunes au menu de questions d'actu ce soir. Et j'entamerai mon introduction avec cet extrait du discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l'occasion de l'ouverture de la session parlementaire d'automne. Je cite. Il convient que les entreprises marocaines et leurs organisations nationales, régionales et sectorielles assument leurs fonctions de catalyseurs de l'investissement et de l'entrepreneuriat. Fin de citation. L'ambition du souverain ne date pas d'octobre dernier, puisque sous son impulsion, le Maroc a engagé depuis plusieurs années des programmes d'appui aux jeunes porteurs de projets. Les banques, mais aussi et surtout les grandes entreprises se sont ainsi mobilisées en faveur des jeunes entrepreneurs afin que leurs projets réussissent à voir le jour et surtout garantir leur survie. Mais pas que. Il ne faut pas oublier le travail des associations dont le leitmotiv est de soutenir la junior entreprise. Et justement, nous avons deux représentants d'entreprises et d'associations marocaines qui œuvrent pour libérer le potentiel de l'entrepreneuriat chez les jeunes marocaines et marocains. Et qui dit nouvelle génération, dit nouvelle technologie, c'est incontestablement le fer de lance de l'approche de l'opérateur télécom Inouï en faveur de l'entrepreneuriat junior. Et pour représenter Inouï ce soir sur ce plateau, son manager Open Innovation, Mahdi Lachache, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir Khadija, merci beaucoup pour l'invitation. Merci de l'accepter. Et en face, j'ai le plaisir d'accueillir aussi ce soir Yasmine Al-Asri, directrice générale déléguée d'Injaz Al-Maghrib, qui est une association reconnue d'utilité publique qui mobilise le secteur privé auprès des lycéens et des étudiants pour contribuer à l'émergence d'une nouvelle génération d'entrepreneurs. Bonsoir Yasmine Al-Asri. Bonsoir Khadija Ihsan. Bienvenue sur ce plateau. Merci pour l'opportunité. Et pour compléter le tour de table, mais cette fois à distance, depuis Casablanca, un défenseur invétéré de l'entrepreneuriat au Maroc et sur le continent africain. Il est d'ailleurs président de l'Union des auto-entrepreneurs et managing partner du cabinet d'expertise comptable BDO Maroc. Bonsoir Zakaria Fahim et un plaisir renouvelé de vous accueillir parmi nous dans Questions d'actu. Alors au Parlement, Sa Majesté le Roi a désigné les deux thèmes clés de cette rentrée, à savoir l'eau et l'investissement. On va bien sûr se focaliser sur l'investissement et je citerai d'ailleurs pour lancer le débat un autre extrait du discours du souverain. Je cite, l'objectif stratégique recherché est que le secteur privé occupe la place qui lui échoit dans le domaine de l'investissement, celle d'une force motrice effective de l'économie nationale. D'abord, et comme le veut la tradition dans cette émission, mesdames, messieurs, on commence par dresser le bilan, ou plutôt le diagnostic. Quel constat aujourd'hui de l'entrepreneuriat des jeunes au Maroc? Yasmine Al-Asri. Alors, l'entrepreneuriat des jeunes au Maroc a connu quand même une très grande évolution depuis quelques années. Notamment grâce à toutes les actions qui sont entreprises au sein des établissements scolaires et universitaires, mais pas que. On s'est rendu compte au fait que pour pouvoir assurer une intégration socio-économique des jeunes, l'école, l'université, le diplôme ne sont plus suffisants de par au fait la saturation du marché de l'emploi. Mais c'était aussi également offrir le choix aux élèves, aux étudiants qui sortent de l'école et de l'université, de leur dire qu'ils ont le choix soit de décrocher un emploi, soit au fait de se diriger vers l'entrepreneuriat, créer une entreprise, innover, avoir un impact social sur l'économie et sur la société marocaine et en même temps créer des emplois pour d'autres jeunes. Zakaria Fahim, vous, en tant que président de l'Union des auto-entrepreneurs, que pouvez-vous nous dire justement sur le constat de l'entrepreneuriat des jeunes dans notre pays? Ce qu'il faut dire déjà, c'est qu'il n'y a pas, à mon avis, suffisamment d'initiatives pour encourager en amont les jeunes à considérer que l'entrepreneuriat est une opportunité ouverte à tout le monde. On continue à penser que être entrepreneur, c'est une question d'argent, c'est une question d'hérédité. Et nous, on a toujours milité, dans mon ancienne vie, quand j'étais au CJD, pour lancer le Forum des métiers dès le collège, pour que très tôt, on intègre que
choisir l'entrepreneuriat, c'est aussi un métier, c'est une alternative qu'on peut faire. C'est ce que vient justement de défendre Yasmina Lasri, c'est-à-dire que effectivement, si on veut encourager l'entrepreneuriat, ça ne commence pas à l'université, mais bien avant et bien plus tôt. Exactement. Déjà, on avait travaillé sur l'esprit d'initiative au niveau du primaire, et donc vous avez toute la pédagogie maintenant pour faire en sorte que l'échec soit vu comme étant l'école de la vie et non pas comme quelque chose qu'il faut blâmer. Et puis derrière, vraiment, j'arrête pas de le dire, il faut vraiment qu'on considère que l'entrepreneuriat est un métier. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont, vous savez, comme le sport, il y a des gens qui deviennent des grands sportifs parce qu'ils travaillent beaucoup. Il y a des gens qui ont un peu de dons et souvent c'est un peu le mix des deux. Et vraiment, si on arrive à donner cet élan le plus en amont, j'ai toujours que ceux qui ne peuvent pas entreprendre seront intrapreneurs et c'est au bénéfice de la communauté. Donc oui, effectivement, il n'y a pas, à mon avis, suffisamment d'élan en amont. Et ceux qui viennent aujourd'hui encore à l'entrepreneuriat viennent encore un peu par défaut parce qu'ils n'ont pas de networking, parce qu'ils n'arrivent pas à être salariés et non pas de façon positive. Suffisamment. En tout cas, ce sont des initiatives telles qu'Injaz al-Maghreb qui devraient être peut-être encouragées, mais surtout dupliquées afin de couvrir un plus large pan des étudiants ou encore plus jeunes, des élèves, des Marocaines et des jeunes Marocains. Mais il y a l'implication du secteur privé, ou ce qu'on peut appeler des entreprises citoyennes et des initiatives qui ciblent les jeunes. Avec des programmes spéciaux pour les jeunes. Alors, avant d'établir des programmes spéciaux pour les jeunes, l'opérateur télécom que vous représentez aujourd'hui, Mehdi Lachache, Inouï donc, a fait son diagnostic sur aujourd'hui la réalité de l'entrepreneuriat des jeunes. Quel est ce diagnostic selon votre approche, votre méthodologie? En fait, concernant l'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat du jeune spécifiquement, donc nous, on pense déjà qu'il y a une bonne dynamique qui s'est mise en place sur le marché et en fait qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat est de plus en plus accessible aux jeunes, notamment en fait l'entrepreneuriat digital. Donc c'est quelque chose qui est... donc on voit de plus en plus d'entrepreneurs ou de jeunes en fait oser l'entrepreneuriat, ce choix qui est assez osé. Et je pense que c'est quelque chose qui résulte aussi en fait des différentes actions entreprises par les différents acteurs sur le marché et par cette initiation et cette inspiration des jeunes, même en fait à des stages, en fait, à des étapes assez early. Donc nous, en fait, chez Inouï, on est vraiment très conscients de l'importance de l'entrepreneuriat des jeunes. On soutient différentes initiatives entreprises par des acteurs de référence qui œuvrent dans l'accompagnement de l'entrepreneuriat. Donc notamment, en fait, on a un projet en fait qu'on soutient chez Injaz al-Maghreb, donc compagnie programme. Exactement, en fait, où plusieurs, en fait, où des jeunes entreprises, en fait, elles sont mises dans des conditions réelles pour penser, pour trouver en fait des problématiques d'entrepreneuriat et puis concevoir des solutions. Quand vous dites des jeunes, c'est quel âge en fait? En fait, c'est vraiment des jeunes élèves. Lycée, université. Okay. C'est vraiment lycée et université, comme dit Yasmina. Et franchement, le résultat est assez surprenant. Donc, pourquoi? Le résultat est assez surprenant parce qu'on voit que ces jeunes, ils ont énormément d'énergie, ils sont très innovants. Et c'est très important en fait de voir des jeunes innover en fait parce que ça a un effet en fait de cascade sur le marché. Donc c'est vrai qu'il y a l'entrepreneuriat qui est très intéressant, qui permet de créer de la richesse, mais il y a aussi de l'entrepreneuriat innovant. Et l'entrepreneuriat innovant, il a un effet sur toute l'économie parce que, quelque part, ça a un effet de cascade. Ça permet en fait à d'autres acteurs, d'autres entreprises aussi, d'optimiser, d'être performantes à travers les solutions qu'elles déploient, etc. Et finalement, il y a de grandes entreprises aussi qui, du coup, jouent le rôle de locomotive, tel que, je ne sais pas si c'est le cas pour Inouï, qui encouragent ces startups
en remplissant leur carnet de commandes, tout simplement? En fait, c'est un point qui est très important, en fait, parce que nous, on pense que l'une des grandes difficultés des jeunes entrepreneurs, c'est le fait de décrocher le premier bon de commande. Oui. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, pour des startups, donc il y a plusieurs étapes. Donc il y a de l'étape d'inspiration, où on inspire les jeunes à faire ce choix de l'entrepreneuriat. Il y a de l'incubation, il y a une étape où on développe le projet, mais il y a aussi une étape de mise en marché. Et là, en fait, cette étape-là, soit on l'a réussi, on arrive à décrocher notre premier bon de commande et du coup, on a une chance à durer dans le temps et puis à trouver d'autres clients, soit on échoue si on n'arrive pas à trouver bon de commande. Alors, c'est vrai que pour une jeune entreprise, pour collaborer avec une corporate, ce n'est pas toujours très évident. Et nous, en fait, chez Inouï, on essaie de mettre en place un programme, donc Inouï Innove, plusieurs initiatives pour faciliter la collaboration entre l'opérateur Inouï et de jeunes startups. Donc, par exemple, depuis 2021, nous avons rencontré plus de 200 startups. Et en fait, pour voir la pertinence de leurs solutions par rapport en fait, aux besoins de l'opérateur et pour les faire contribuer dans différents projets chez l'opérateur. Donc, je pourrais dire en fait que sur les 200 startups rencontrées, une bonne quarantaine en fait ont pu collaborer. J'allais rebondir, 40 entreprises, 40 startups sont accompagnées aujourd'hui. Plus de 40 startups travaillent en fait et collaborent avec l'opérateur pour la création de valeur pour nos clients. Alors, aujourd'hui, on entend aussi qu'on a cette ambition de devenir vraiment une nation d'entrepreneurs. Vous êtes en contact à travers l'association Injaz Al-Maghreb avec ces jeunes. Est-ce que le mindset est en train de changer? Parce que si on revient il y a à peine une décennie, eh bien, le rêve ultime, c'était de décrocher un travail dans le public, c'est-à-dire en tant que fonctionnaire. Est-ce que vous avez le contact avec ces jeunes? On sent qu'on ne veut plus être salarié, mais on veut être indépendant et créer sa propre entreprise et pourquoi pas des emplois et bien sûr de la richesse. Tout à fait, parce que par expérience, au fait, nous avons à Injaz recruté les jeunes qu'on ne pouvait pas, au fait, garder dans un bureau entre quatre murs devant un ordinateur, travailler 8 heures. Ça, les jeunes, ils n'acceptent plus de faire ça. Ils préfèrent être autonomes, lancer des projets, plusieurs projets même en même temps, et gagner leur vie de cette façon-là. Ils sont très innovants dans ce sens-là. Il y a les réseaux sociaux qui facilitent les choses aujourd'hui, les contacts, l'agilité, etc. Aujourd'hui, on ne peut pas, je le dis par expérience, on ne peut pas garder un jeune fraîchement diplômé dans un bureau entre quatre murs. Et c'est vrai que l'entrepreneuriat, parce que l'entrepreneuriat, avant d'être un métier, c'est un état d'esprit. C'est pour cela, au fait, qu'on l'inculque, nous, dès le primaire, ça aide, au fait, le jeune déjà à avoir un projet de vie, ce qui est essentiel pour la réussite après, que ce soit au niveau la réussite dans la vie ou la réussite professionnelle. Il faut avoir un projet de vie, savoir ce qu'on veut faire après, au fait, après l'école, et surtout avec quel impact sur la société. C'est pour ça aussi, au fait, qu'on encourage l'entrepreneuriat social. Ce n'est pas seulement un entrepreneuriat des startups pour s'enrichir, pour faire de l'argent, mais également avoir un impact social positif sur la société. Il y a du répondant par rapport à cet entrepreneuriat social? Oui, parce que Simadi tout à l'heure a parlé du Compagnie Programme. C'est un programme, au fait, de formation qui dure sur plusieurs semaines, 13 semaines de formation avec des conseillers bénévoles issus, au fait, des entreprises partenaires. Et à travers ce programme-là, au fait, on passe par toutes les étapes de création d'une entreprise et on crée effectivement une entreprise. Après, on passe par des compétitions au niveau régional, national et après au niveau de la région MENA. Et les idées, au fait, qui sont présentées lors de ce programme avec l'innovation que ça prend, que ça applique, l'effet, au fait, généralement, ce qu'on encourage de faire, c'est de trouver des programmes ou des projets qui répondent aux objectifs de développement durable également. Et on a un vivier, au fait, d'idées et de solutions, mais des fois, on est vraiment très, très surpris du résultat. Et ce qui est aussi très surprenant, c'est qu'on voit la différence entre les jeunes du lycée et de l'université.
les jeunes du lycée, parce qu'ils sont encore libres, ils n'ont pas encore au fait se soucier de trouver un travail, ils sont plus innovants, ils sont plus libres dans leur pensée que les universitaires qui se sentent un peu étriqués au fait dans leur mode de travail. Surtout que l'horloge tourne en fait. C'est ça. Mais selon vous, est-ce que aussi la dynamique sociétale, elle encourage l'acte d'entreprendre? Là, on voit que les jeunes, il y a cette ambition de par leur ouverture sur le monde, les réseaux sociaux, et ils voient leurs confrères sous d'autres cieux réussir très très jeunes. Mais est-ce que la société les aide? Moi, je suis contre le fait de toujours se plaindre et d'attendre que la société ou l'État ou le gouvernement fassent des choses. Je pense que les jeunes, la famille, les parents ont également un rôle à jouer avant d'arriver au stade qu'est-ce que l'État fait pour nous, qu'est-ce que le gouvernement fait pour nous, etc. Il faut que le jeune... Quand on dit dynamique sociétale, la famille n'est pas exclue, bien sûr. Ça. Bien sûr, ça commence donc ça commence chez soi, au fait. Le jeune, dès son jeune âge, c'est la maison, c'est l'école, c'est l'environnement immédiat. Après on peut voir ce que fait la société. Parce qu'un jeune qui vient avec une idée innovante pour régler un problème donné, je vois mal un gouvernement ou un pouvoir qui lui dit non, je vais pas vous donner les moyens. Donc peut-être il y a une responsabilité où il faut responsabiliser le jeune, il faut responsabiliser l'école et l'université parce qu'ils doivent quand même, parce que maintenant l'entrepreneuriat c'est plus une option, ça doit être au fait une discipline enseignée dès le primaire et que ce soit obligatoire aussi, parce que en plus de penser à créer un projet qui vient répondre à une problématique, c'est tout un état d'esprit qui est adopté, mais également des soft skills qui sont développés. Donc c'est la responsabilité du jeune, c'est la responsabilité des parents, c'est la responsabilité de l'école et de l'université. Il faut d'abord, au fait, construire l'homme et comment dirais-je, l'acteur sociétal et social avant de demander à l'État et au gouvernement et aux instances, au fait, de faire leur rôle aussi. Et comme disait John Kennedy, ne pensez pas de ce que l'État peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour l'État. Mais l'État a aussi sa responsabilité. D'ailleurs, Zakaria Fahim, l'action gouvernementale accompagne-t-elle cet élan des jeunes pour l'entrepreneuriat? Il y a beaucoup d'initiatives qui ont été prises et qui sont prises par l'actuel gouvernement aussi, par le gouvernement précédent également. Jusqu'à quel point ou comment cette action accompagne-t-elle et surtout booste-t-elle cet élan? Non, je pense qu'il y a effectivement beaucoup d'initiatives maintenant. Le plus important, une qui est intéressante et sur lesquelles on avait aussi poussé en tant qu'union, c'est le projet Força, parce qu'il apporte les ingrédients qu'on voit maintenant déployés dans tous les programmes, c'est-à-dire du financement, donc avec de quasi-amorçage, avec une partie, on va dire, prêt, mais une partie aussi subvention, mais surtout de l'incubation, donc de l'accompagnement pendant une période et de l'apport non financier, parce que je crois que c'est ce double triptyque avec l'accès au marché. Moi, je voulais aussi profiter de cette phase parce qu'on parle beaucoup, là on est en train de parler de l'entrepreneuriat, et le véhicule qui était un peu, je dirais, la rampe de lancement, qui était l'entrepreneur, on l'a fusillé en considérant que si on est auto-entrepreneur, ben, il vaut mieux rester dans l'informel. Vous savez que tous les gens qui sont dans ce qu'on appelle les activités génératrices de revenus, qui étaient dans le microcrédit, à près de 100% étaient dans l'informel, avec un petit chouïa dans le formel. Et on avait un véhicule et on considère que si quelqu'un est essaimé, c'est là où, je disais toujours, le gouvernement, il met des choses intéressantes. On voit maintenant beaucoup de projets dans les régions, mais qui va les porter aujourd'hui quand vous savez que avec un jeune qui démarre, qui souvent, parce qu'il ne faut pas oublier, entrepreneur ne rime pas avec bac plus 2 ni bac plus 5, c'est souvent des gens qui sortent du système, parce qu'on considère qu'il y a à peu près plus de 12% de jeunes qui ont 19 et 25 ans, qui n'ont pas fait d'études, qui sont ni à l'école, ni en formation, ni au travail, qu'il va falloir remettre sur donc, l'école de la deuxième chance. Et donc ces gens-là, ils ont besoin de les prendre par la main et d'avoir un cadre le plus facile. Quand vous étiez à la tête de la commission TPE-PME à la CGEM, Zakaria Fahim. Tout à fait. Vous voyez, donc il faut pas avoir peur comme dirait l'autre, que l'accouchement prenne un peu de temps. Ce qu'il faut, c'est effectivement ensemble militer pour que enfin
y ait ce cadre, parce qu'il va falloir qu'à un moment donné, on mette les 3 pieds pour une entreprise, l'accès au marché, le financement et l'accompagnement de façon concomitante et dans un cadre qui soit pensé positivement et vraiment qu'on considère quelqu'un qui ose entreprendre prend des risques et qu'il faut l'accompagner et pas le sanctionner. On a compris en fait que ce sont des freins à l'entrepreneuriat qu'on met, notamment vous faites allusion à cette loi de finances 2023 et Exactement. bien sûr toutes les dispositions fiscales qui y figurent. Mais comment dépasser les freins? Vous avez parlé du financement. Alors parlons justement du financement. Comment selon vous, est-ce que déjà c'est le premier frein qu'on met en avant, mais est-ce que c'est le premier frein à l'entrepreneuriat? C'est une question que de financement? On l'a dit tout à l'heure, ça a été dit autour de la table. C'est là où un entrepreneur a besoin d'une approche globale. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on faisait avant? On faisait un projet, on donnait de l'argent, mais il n'y avait pas d'accès au marché. Donc, ce qui faisait que l'argent, il était dépensé à se préparer à accéder au marché, mais avec quelqu'un qui n'était pas préparé. Aujourd'hui, effectivement, on fait de l'accompagnement non financier. On fait donc l'approche maintenant, elle est intéressante, mais il faut lui donner du cadre, sinon on aura des gens qui vont rester dans l'informel ou qui vont bricoler. Mahdi Lachache, comment justement accompagner les porteurs de projets de start-up, et notamment celles à fort potentiel? Alors, moi je pense que là, ce qui s'est dit est très intéressant. C'est-à-dire que pour entreprendre, donc l'entrepreneur, il a besoin d'un environnement. Donc, d'un environnement, que ça soit en fait pour oser entreprendre ou carrément pour entreprendre. Donc, dans cet environnement, on trouve un certain nombre d'acteurs, des acteurs qui peuvent accompagner donc l'entrepreneur à structurer peut-être son business, des entreprises et des corporates qui peuvent faciliter en fait l'accès à ce premier bon de commande, et puis également en fait d'autres entrepreneurs, un réseau d'entrepreneurs pour qu'ils continuent à innover en fait et à travailler en partenariat. Alors, quand on parle de ce partenariat justement, cet accompagnement, est-ce qu'il s'agit de prendre, parce que vous êtes déjà en partenariat, par exemple, avec Injaz Maghreb. Qu'en est-il pour les startups? Parce que Zakaria Fahim a très bien expliqué la situation pour les auto-entrepreneurs. Ce n'est pas le cas pour la start-up. Les startups ont d'autres difficultés, notamment en ce qui concerne l'innovation. Elles ne sont pas peut-être mal comprises, peut-être aussi par peut-être cet écosystème entrepreneurial ou d'entreprises plus grosses. Comment, à votre niveau, vous pouvez mieux les insérer un peu dans cet écosystème? On a mis en place un programme. Donc c'est un programme qu'on appelle programme Inuit Innov. Déjà, en fait, c'est une plateforme disons, en fait, de contact avec ces startups-là pour les identifier, pour les connaître et puis pour mieux connaître leurs besoins et leurs difficultés pour pouvoir les accompagner. Donc, à travers en fait, le programme Inuit Innov, on a mis en place un certain nombre d'initiatives en partenariat avec différents acteurs de l'écosystème. Je peux citer en fait, par exemple, un exemple où on a lancé le premier tech show maghrébin et qui a permis justement en fait à plus de 28 startups en fait de lever des fonds. Donc c'est plus de 12, alors si ma mémoire est bonne, c'est plus de 23 millions de dirhams de fonds levés par 28 startups. Donc c'est vraiment et on a vu en fait pas mal de startups émerger de ce programme-là, donc faire leur première levée, donc accéder à un financement au-delà du financement bancaire, parce que quand on parle de start-up et on parle d'innovation, c'est peut-être en fait un type de projet qu'il faut financer à travers
circuits au-delà des circuits classiques Absolument, comme les banques, etc. Donc, on a vu émerger plusieurs startups. Donc, je ne vais pas citer en fait d'exemples. Est-ce qu'il y a une moyenne justement de, je ne dirais pas de tickets, mais quand vous parlez de cet accompagnement financier des startups, est-ce qu'il y a une moyenne pour qu'elles puissent démarrer déjà dans les toutes premières phases de sa création? Alors, en fait, pour démarrer, je pense qu'aujourd'hui, il y a plusieurs mécanismes d'appui en fait à la start-up et qui permettent à la start-up d'accéder déjà au premier fonds en fait pour démarrer, en phase d'idéation ou même en phase de développement de projet. Donc, nous, de notre côté, en fait, côté Inouï, on est là, par exemple, on appuie les startups qui sont là, qui ont un produit et qui ont besoin d'accéder au marché, donc au marché pour avoir des bons de commande. Et en fait, dans notre logique, donc on voit les startups comme des partenaires et non seulement comme de simples prestataires. Et là, en fait, c'est très important de distinguer une start-up, donc une jeune entreprise innovante, d'une entreprise, d'un prestataire de services. Parce qu'avec une start-up, il faut co-développer. C'est-à-dire que peut-être la solution n'est pas encore prête à 100%, mais qu'il y a en fait qu'il y a du potentiel. En interne, en fait, on a les équipes internes qui ont bien compris ça. Et dans la démarche, en fait, avec la start-up, il y a un certain nombre, il y a aussi de l'accompagnement, donc pour que la start-up puisse mieux adapter sa solution aux besoins des entreprises et voilà, et qu'elle puisse se développer et croître. Yasmine Al-Asri, c'est intéressant parce qu'on entend aujourd'hui beaucoup parler de l'acte d'entreprendre. Est-ce qu'il est simple de conceptualiser cet acte d'entreprendre et simplement d'inculquer cela aux jeunes, et surtout aux tout jeunes, aux lycéens, quand on parle de ces lycéens que vous accompagnez au sein d'Injaz Maghreb? Nous, on commence dès le primaire, l'entrepreneuriat. On a développé 3 nouveaux programmes depuis 2018 sur l'entrepreneuriat pour les 5e année, 6e année du primaire, et qui présentent au fait, qui offrent une première initiation à l'entrepreneuriat. On inculque aux élèves à cet âge-là, au fait, ce que c'est que l'économie générale, ce que c'est que le secteur privé, ce que c'est que le secteur public. On leur fait découvrir les métiers et avec des exercices ludiques d'entrepreneuriat. Donc ça leur permet déjà de réfléchir au métier, ce qu'ils voudraient faire par la suite. Et ils savent un peu, ils se situent et se positionnent au fait dans leur environnement immédiat, que ce soit quand ils voient une ambulance qui passe, ils savent que c'est un service public, si c'est gratuit, ils savent pourquoi, les pompiers, etc. Donc c'est une première initiation à ce qui les entoure, à l'économie, etc. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, à travers l'entrepreneuriat, il y a plusieurs compétences qui sont acquises. Et petit à petit, quand on va du primaire au collège, au lycée, à l'université, il y a toute une panoplie de programmes qui sont déployés pour aider justement les jeunes à se développer, à s'initier davantage à l'entrepreneuriat et de savoir au fait à quoi s'attendre s'ils prennent cette voie-là. Donc c'est vrai que nous, au Maroc, on n'a pas cette culture de risque qui est très très développée. C'est pour ça que... C'est la peur de l'échec aussi. Voilà, la peur de l'échec. On attend de voir son voisin, ce qu'il fait. Si ça réussit, on fait comme lui. Si ça réussit pas, on dit non, c'est pas pour nous. Regardez, lui, il a échoué, donc nous aussi, c'est l'échec assuré, etc. Donc il n'y a pas cette culture de la prise de risque. Et les parents également n'aident pas au fait dans ce sens. Pour les parents, c'est tu vas faire médecin parce que ça gagne de l'argent, parce que c'est sûr, etc. Tu vas faire fonctionnaire parce que tu ne seras plus dérangé, c'est inquiété, etc. Oui. Et donc, nous, on est face à ces dilemmes-là, au fait, pour pouvoir arriver à la fin à faire comprendre aux jeunes
que l'entrepreneuriat, c'est comme la vie, c'est comme toute chose dans la vie, c'est un risque à prendre, on n'a rien sans rien au fait. Si on veut une meilleure vie, si on veut être plus épanoui, si on veut être un acteur vraiment actif, parce que quand on est salarié, que ce soit dans le privé ou dans le public, il n'y a pas toujours une très grande valeur ajoutée pour la société. Peut-être pour l'entreprise, pas toujours, mais pour la société. Dans l'idéal. Voilà. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire. C'est pas facile. On a beaucoup de contraintes. Il nous est déjà arrivé au fait de voir des parents arriver dans des collèges, faire sortir leurs enfants d'une classe où on donne des formations parce qu'ils croient que c'est une perte de temps. Et ce n'est pas un exercice qui vient appuyer au fait ce qu'ils apprennent déjà. C'est pour ça que vous disiez tout à l'heure qu'il faut sensibiliser les parents aussi. Oui, ils ont c'est très, très important parce qu'ils sont le premier obstacle qui nous est posé en général, surtout au niveau collège. Ils croient que c'est une perte de temps, que c'est une activité parascolaire pour jouer. Non, c'est plus important, c'est aussi important que les maths, que la physique, etc. Parce que c'est la personnalité de l'élève qui est développée. Et cet élève-là, parce que tout à l'heure, Simadi a mentionné le compagnie programme. Tout au long de l'expérience compagnie programme, à la fin, quand ils arrivent à la compétition MENA, on les fait passer devant les PDG des grands groupes internationaux pour pitcher leur programme. Alors, celui qui pitch son programme devant le PDG d'une grande multinationale d'aviation, je ne vais pas citer le nom, c'est ce jeune-là, le jour où il va passer un entretien d'embauche, ça va être gâteau pour lui. Clairement, voilà. Clairement, absolument. Donc c'est tout un processus, c'est pas gagné d'avance. Il faut et aussi il faut savoir que l'entrepreneuriat, c'est pas, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est pas un choix par défaut, c'est pas facile, c'est pas fait pour ceux qui ne veulent pas travailler, c'est une discipline. Il faut se réveiller tôt, il faut dormir tard, il faut aller chercher ses marchés, il faut entretenir ses clients, il faut, etc. Tous. C'est pour tout le monde. Non, mais il y a aussi cette approche où peut-être ce concept, parce qu'on parle de conceptualiser l'acte d'entreprendre, ce concept d'égalitariste. Alors, parce qu'on dit non, mais il n'y a que ceux qui sont nés avec une cuillère d'argent dans la bouche qui peuvent réussir l'acte d'entreprendre parce qu'ils ont un bon backup ou un bon filet. Est-ce que ça fait partie des valeurs, n'est-ce pas en tout cas, ça devrait faire partie des valeurs qui sont transmise à cette jeune génération, que tout le monde a sa chance finalement. Tout à fait. Je vais vous donner l'exemple d'un homme d'affaires du début du siècle dernier, Haj Hassan Moulattay, que les Marocains connaissent, qui est arrivé, alors lui, il est originaire de Tafraout, son père l'a envoyé à Casa avec 50 dirhams dans sa poche. Il est devenu milliardaire, ses enfants sont en train de suivre son chemin, ils continuent dans le business et ils sont toujours prospères. Il est venu à Casablanca avec 50 dirhams. Il a commencé le commerce du thé vert, et il en a fait. Il n'est pas né avec une cuillère d'argent dans la bouche, non, il est venu. C'est quand on n'a pas de filet, au fait, c'est quand on n'a pas d'issue de secours, c'est quand on n'a personne sur qui s'appuyer qu'on arrive à réussir mieux et à réussir dans la durée. Exact, c'est un bel exemple et vous faites bien de citer ce genre d'exemple parce que justement on a remarqué que la jeunesse aujourd'hui elle est tellement aspirée au lieu d'être, il n'y a pas oui exact, il n'y a pas le concept d'aspiration ou d'aspirer à, mais ils sont aspirés par les réseaux sociaux et cette réussite facile grâce à des vidéos TikTok. Bon, peut-être que ça sera révolu dans quelques années et le gain facile justement. Alors c'est bien de citer ce genre d'exemple de Hassan Raji, il me semble. Raji, exactement. C'est ça. Donc c'est bien de leur rappeler aussi de rappeler à cette jeunesse ces exemples de réussite bien de chez nous et non le rêve américain, par exemple. Zakaria Fahim, je me tourne vers vous à présent pour avoir déjà votre point de vue sur la transformation structurelle de l'entrepreneuriat. Vous avez évoqué tout à l'heure certaines faiblesses, des points peut-être d'inflexion pour libérer le plein potentiel de l'acte d'entreprendre. Vous défendez l'auto-entrepreneur, c'est tout en votre honneur bien évidemment, mais il faut aujourd'hui penser à un vrai mécanisme de transformation structurelle, mais qui puisse être enclenché dans le court terme. À vos recommandations, Zakaria Fahim. Donc, je vais revenir sur la première des recommandations, c'est
il faut vraiment que dès hier, on lance le Small Business Act. Il nous faut un cadre général qui permet de donner un cadre qui sécurise tout le monde, qu'on sache... Quand vous dites cadre, c'est cadre quoi? Alors, cadre institutionnel, juridique, fiscal C'est vraiment des choses faciles qui permettent d'avoir de l'air. Et aujourd'hui, on est en train de tourner en rond, on traîne un peu du pied pour sortir un peu ce texte de loi sur le crowdfunding. Il faut que l'accès au marché, donc la loi sur le marché public vient d'être modifiée, qu'on ait maintenant une vraie reddition, quand on dit qu'on va mettre 20% pour les TPE et les auto-entrepreneurs, qu'on ait un tableau, qu'on le fasse savoir, parce que maintenant je pense que il faut là aussi que sur des marchés d'une certaine taille, inférieure à une certaine taille, on privilégie de façon claire l'auto-entrepreneur et la TPE. Tout ça pour dire que si on ne fait pas vite le nécessaire pour donner cette bonne information, on risque de continuer à élargir l'informel au lieu de le réduire avec ce type de dispositif. Mais il y a déjà une loi sur le crowdfunding, sur le financement collaboratif, la loi 15-18. Exactement, oui. Mais le décret le ministère n'est pas sorti. Le ministère de l'économie et des finances a déjà fixé les modalités d'exercice pour les sociétés spécialisées en la matière. Maintenant, on peut lancer une plateforme de crowdfunding pour le prêt et pour le don, mais on ne peut pas le lancer pour l'equity. Quand vous êtes une start-up ou quand vous êtes une entreprise, vous avez besoin de capital. Donc pour l'instant, c'est ce décret. Donc c'est juste sur la question equity, juste pour préciser à nos téléspectateurs, Zakaria Faye. Tout à fait. Exactement, sur la partie equity. Et pour finir, sur qu'est-ce qu'il faudrait aussi pour, à mon avis, donner de l'air et démontrer qu'il se passe quelque chose. Donc là, c'est plus avec ma casquette de Union, mais la casquette de Réseau Femmes, c'est un collectif d'associations féminines. Sur le genre, on travaille sur comment donner envie à des femmes d'entreprendre. Et on est en train de monter une émission qui va être et radio et sur Internet pour inspirer et être inspiré, donc montrer des gens, des femmes qui avancent, qui réussissent avec les difficultés, mais aussi tout de suite de les enclencher sur un mentorat et de gérer le point du financement. Bon, tout n'est pas noir ni blanc. Il y a du nouveau aussi, il y a cette fameuse charte de l'investissement et notamment ces dispositifs tout particulièrement ciblés, qui ciblent plutôt la toute petite et moyenne entreprise, donc une charte de l'investissement dont nous attendons les décrets d'application qui sont attendus courant 2023, mais en tout cas la loi cadre qui encadre et qui structure cette charte de l'investissement a été votée au Parlement. Je mets ça juste entre parenthèses parce qu'il y a beaucoup de potentiel, il y a beaucoup d'opportunités, il y a des actions qui sont menées également. Mehdi Lachache, aujourd'hui, quel est le leitmotiv d'une entreprise télécom pour encourager l'entrepreneuriat? Et comment voyez-vous le développement d'une nation à travers justement ce genre d'actions-là qui ne sont pas propres à nous? Il y a d'autres entreprises corporates aussi qui œuvrent pour encourager l'entrepreneuriat, mais selon votre approche, selon votre perspective, pourquoi? Alors, tout d'abord, nous, vraiment, Inuit croit énormément en l'importance de l'entrepreneuriat pour une nation. Donc c'est très important et c'est pour ça que Inuit a accompagné dès sa création donc disons différentes initiatives qui appuient en fait à l'entrepreneuriat. Donc nous pensons également qu'il est important en fait de soutenir ces entrepreneurs qui essayent, qui innovent et qui essaient de créer de la valeur et de créer des solutions donc pour répondre à un certain nombre de problématiques dans des domaines aussi importants que la green tech, que la fintech, etc. Donc, en tout cas, ce ne sont pas que des secteurs où vous évoluez en tant qu'entreprise télécom. Il y a d'autres secteurs aussi que vous encouragez et qui sont aussi relatifs à la structure de notre économie,
à savoir notamment les agritech. Alors, tout à fait. On a tendance à penser que vous allez juste cibler des entreprises qui sont plus dans des applications mobiles ou en tout cas dans le mobile money. Enfin, je dis n'importe quoi. Alors, Inouï soutient l'entrepreneuriat d'une manière générale, mais soutient aussi et surtout l'entrepreneuriat innovant. Alors, un chiffre qui m'a beaucoup interpellé, que j'avais lu sur en fait, le site de la Banque mondiale, c'est qu'aujourd'hui, la part du pays, en fait, la part de l'économie numérique dans le PIB mondial, c'est quelque chose comme 15,5% donc du PIB mondial. Et aussi important que ça, c'est une part qui évolue. Donc la croissance, elle est 2 fois et demi la croissance des autres secteurs d'activité. Donc l'économie numérique, c'est quelque chose qui est vraiment très importante et qui est en train d'évoluer. Donc nous voyons un petit peu donc la valeur créée par les GAFAM dans le monde. Et nous souhaitons également, donc au-delà d'encourager les jeunes à entreprendre et à réussir bien évidemment et développer leurs entreprises, nous souhaitons également les inspirer et les encourager à entreprendre dans des domaines à forte valeur ajoutée. Donc voilà, ça c'est très important. Tout à l'heure, Yasmina parle du fait que donc c'est bon, peut-être culturellement ou en fait ou que l'entrepreneuriat n'est pas un choix naturel. Quand on est à l'école, etc., peut-être qu'on va penser tout d'abord à une carrière, à trouver un poste, etc. C'est pour ça que nous pensons qu'il est important vraiment de montrer ces exemples de succès. Donc ces startups qui réussissent bien, qui évoluent bien. Nous le faisons en fait, également à travers des plateformes de rencontres et de débats. En fait, Inouï organise depuis une bonne dizaine d'années. Elle a été précurseur dans ça. En fait, les Inouï Days. En fait, c'est vraiment une plateforme dans laquelle on va traiter chaque année de thématiques d'actualité, c'est-à-dire des secteurs qui portent plusieurs opportunités d'entrepreneuriat pour les jeunes. Bon, nous avons traité de plusieurs thématiques. Bon, l'année dernière, on a traité du futur du e-commerce. Et c'est en fait, nous voyons beaucoup notamment de jeunes. On parle tout à l'heure, on parle de l'entrepreneuriat de jeunes. Donc, il y a beaucoup de jeunes justement qui se lancent dans cette aventure entrepreneuriale dans ce domaine-là, et puis qu'on voit évoluer, etc. Exactement. Je vous poserai juste, parce que justement, on est dans une émission d'actualité, question d'actu, et c'est d'actualité, et ce sera encore d'actualité. Et Yasmina Lassri, on a parlé du primaire, on a parlé du lycée. Et à l'université, alors? Parce qu'il y a quand même on a l'impression que malgré les effets d'annonce qu'on a entendu, qu'il y a des programmes pour encourager l'entrepreneuriat au sein de l'université, mais il y a quand même cette rupture entre le monde entrepreneurial et celui des universités. Corrigez-moi si je me trompe. Un peu. Tant mieux. Il faut quand même reconnaître à l'université d'avoir créé le statut de l'étudiant universitaire qui est très très important, qui permet à l'étudiant d'être entrepreneur en même temps, parce qu'avant, un jeune qui était encore étudiant n'avait pas le droit d'être entrepreneur ou d'avoir une activité d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, c'est possible. L'expérience a été lancée au niveau de Casa et de Rabat et ça a été un très grand succès. Nous, à INJEZ, on a des programmes des programmes d'entrepreneuriat qu'on implémente à l'université et ça marche très très bien. Ça aide les. C'est au niveau de Casablanca et Rabat aussi. Non. Nous, à INJEZ, on intervient au niveau national. On couvre toutes les régions. Quand je parlais, en fait, quand je parlais de cette distanciation entre l'université et le monde de l'entrepreneuriat, je parle un peu des 12 régions du royaume. C'est-à-dire qu'effectivement, même au sein de l'université Hassan II de Casablanca, par exemple, je sais qu'il y a des initiatives. Mais il n'y a pas que l'université Hassan II de Casablanca, il y a d'autres universités, d'autres facultés au Maroc qui devraient aussi être encouragées et qui devraient tout simplement passer à l'action pour
encourager l'entrepreneuriat. C'est vrai que l'expérience pilote pour l'étudiant entrepreneur a eu lieu plus à Casa et à Rabat, dans le cadre du projet Salem qui est appuyé par l'Union européenne. Mais nous, en tant qu'INJES, on a quand même une intervention nationale et on déploie les programmes de formation à l'entrepreneuriat au niveau national. Okay. On a l'université de Fès, d'ailleurs ils ont gagné un prix lors de la dernière compétition du compagnie programme qui a eu lieu à Dubaï. Ils ont remporté un prix. On a l'université de Meknès, Tétouan, Tanger, l'Oriental, Jdida, partout, Agadir, Marrakech. On intervient au niveau national, notamment grâce à nos conseillers bénévoles qui sont cadres de nos partenaires. On est quand même fort, au fait. J'aimerais bien le citer parce que nous, on a été fondé par le groupe Lumada. Et le groupe Lumada nous appuie financièrement et en termes de ressources humaines à plus de 50% au fait de nos ressources. Et notre force vient de là parce que le groupe Lumada a plusieurs participations un peu partout nationalement. Avec dans plusieurs secteurs. Dans plusieurs secteurs dont fait partie Inouï, qui est aussi membre stratégique, membre du conseil d'administration de INJES. Par exemple, avec Inouï, on déploie des projets axés sur l'innovation. Il y a l'entrepreneuriat, mais l'innovation qui est aussi enseignée, inculquée et encouragée. Avec le groupe Managem, c'est plus des actions sociales dans le rural. Donc c'est avec eux qu'on a lancé le premier programme pour le primaire. On a lancé un programme d'accompagnement des coopératives. Avec Nareva, par exemple, c'est des programmes qui sont axés sur l'environnement, la protection de l'environnement et les énergies renouvelables. Et l'autre force, au fait, et les conseillers bénévoles viennent de là aussi, c'est Tijali Wafa Bank qui ont des agences un peu partout dans le royaume, qui nous permet, au fait, d'avoir des conseillers bénévoles un peu partout qu'on peut, nous, engager et déployer au niveau de tous les établissements à travers le Maroc. Donc c'est ça ce qui fait notre force et c'est ce qui nous permet, au fait, d'avoir un impact assez considérable, assez important sur la jeunesse en termes de préparation à l'entrepreneuriat. Rapidement, en moins d'une minute, je ferai le tour de table 2023 pour l'entrepreneuriat des jeunes en un seul mot, Mehdi Lachache. En fait, c'est très prometteur pour moi. Je pense que ça sera une continuité de beaucoup d'efforts qui sont déjà et de beaucoup d'initiatives qui ont déjà été entreprises. Moi, s'il y a un mot, en fait, c'est que je dirais aux jeunes, oser l'entrepreneuriat innovant. Donc et puis je dirais en fait à tout l'écosystème de continuer leur action, donc de continuer à accompagner les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs et les jeunes start-up en fait à se développer. Et puis donc j'espère qu'on va pouvoir avoir des success stories niveau mondial, donc tel qu'on voit en fait. Des licornes made in Maroc. Des licornes made in Maroc. Merci beaucoup, Mehdi Lachache. Yasmine Lassri, en un seul mot, mais pas de 3 phrases, en un seul mot, 2023. Moi, je dirais que l'entrepreneuriat, c'est l'affaire de tous, plus que jamais, et sachant que l'action de chaque individu impacte l'ensemble, donc il faut la participation de tout le monde pour réussir ce pari. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir... ou d'avoir enrichi ce débat autour de l'entrepreneuriat des jeunes. Il ne s'arrêtera certainement pas ici. On refera d'autres débats parce que c'est un sujet d'actualité. C'est un sujet aussi qui touche une grande partie de notre population. Et c'est une des leçons que nous ont appris nos lions de l'Atlas, c'est qu'il faut persévérer et dépasser ses limites surtout. Merci beaucoup, Zakaria Fahim. Merci à vous et à très vite. Inch'Allah. Merci encore une fois, Yasmine Lassri, Mehdi Lachache. Merci beaucoup. Et merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité à notre émission. Très bonne suite des programmes.